Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, moins de visiteurs, mais des prestataires globalement satisfaits. La 34e édition du Salon du Tourisme s'est refermée ce soir. Le bilan dans un instant. Planter du corail, nettoyer les algues qui se posent sur les récifs, autant d'initiatives pour améliorer la santé des lagons. Les meilleures solutions vont être récompensées à nouveau cette année par les trophées Toarif, une initiative portée par l'État. Nous recevons ce soir le nouveau haut-commissaire Alexandre Rochat nous dira sur quelles problématiques il souhaite travailler en priorité. Du Va'a au menu du Tuaru Sport de ce dimanche. Les vainqueurs de la Super Tahoe sont à l'honneur. Il sera aussi question du padel avec une compétition organisée par l'AS Phoenix ce week-end. Le détail dans quelques instants avec David Chang. Et puis un petit tour dans le passé avec notre Fénois d'avant. Il y a 50 ans, on construisait la route des collines pour faire face aux embouteillages. Et à l'époque, on citait Kipling dans les reportages, on le verra. 3 jours de rencontres et de chasse aux promotions. Le Salon du Tourisme vient de se refermer. Une fois encore, les compagnies aériennes locales ont essayé de proposer des tarifs attractifs pour encourager les séjours dans les îles. Mais certaines destinations éloignées peinent toujours à attirer les visiteurs. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. C'est un stand qui ne désemplit jamais. Normal, il n'y a rien de mieux que l'avion pour allier les archipels. Les îles Sullivan, les Marquises et surtout les Tuamotu, du moins une partie de l'archipel. On a une augmentation significative et les destinations phares sont toujours les Tuamotu et les îles de la Société. Bien sûr, la clientèle s'intéresse à tous les archipels. Il y en a pour tout le monde, mais dans le peloton de tête, ça va être les Tuamotu et les îles Sullivan. Pareil pour la concurrence, plus 20% d'augmentation de vente par rapport à septembre dernier et des promotions pour permettre aux clients de payer moins cher. Nous avons fait des promotions différentes pour permettre un petit peu à tout le monde d'y trouver son bonheur, on va dire. Donc on a fait des prix compétitifs sur chacune des destinations que nous desservons, mais nous avons fait également des offres multidestinations. Toujours est-il que certaines îles des Tuamotu manquent cruellement de dessertes. Avec un vol par semaine à Kauai, par exemple, difficile de rendre la destination attractive, sans compter le manque de structures d'accueil. Si vous venez à Kauai, Kauai est une île qui est authentique. Si vous voulez redécouvrir la Polynésie d'antan, c'est à Kauai qu'il faut venir. Donc c'est vrai qu'on a des sites. On est classé réserve de biosphère depuis 1970 avec la commune associée de Fakarava, puisque nous faisons partie de Fakarava. Mais c'est sûr qu'en venant à Kauai, il faut plus venir pour se déconnecter en fait de la mondialisation. Le salon reste tout de même une bonne affaire pour les prestataires présents. Après avoir fait le tour vendredi, hier, samedi, on voit que tous les prestataires sont assez satisfaits. Et donc pour la plupart ont rempli une partie de leur agenda de réservation, donc c'est l'essentiel. Il y en a même qui ont dit qu'ils ont pu au moins rembourser leur séjour ici. 13 000 visiteurs cette année au Salon du Tourisme, c'est moitié moins que l'année dernière. Il n'est jamais trop tard pour agir, même si on le constate d'année en année, la santé des récifs coralliens décline. Certains essayent de trouver des solutions pour les protéger et parfois les actions débutent juste devant chez soi. Reportage de Mélissa Chang. Tel un jardinier de l'océan, Marc Cizeron vient à bout des algues qui envahissent les coraux devant sa pension de famille. Armé d'un simple couteau à beurre, il les arrache pour laisser respirer le corail qui ne demande qu'à grandir, un rituel qu'il perpétue. Il y a 22 ans, il n'y avait quasiment pas de coraux ici. C'était des rochers couverts d'algues. Et puis petit à petit, à force de dégager les algues, à force de replanter des coraux, des fragments de coraux cassés et d'entretenir tout ça, et bien maintenant on a un résultat qui est quand même à la fois esthétique et qui a un intérêt biologique puisque les scientifiques commencent à se pencher sur le résultat. Donc pour moi c'est une victoire inespérée.
Ces actions menées par les habitants pour protéger les coraux reçoivent parfois une belle reconnaissance. L'an dernier, l'association Tama no Teteiroto a remporté le Grand Prix Toa Reef. Avec son projet Connected by the Reef, les membres de l'association ont réussi à observer un phénomène unique, la ponte synchronisée du corail Porites russe. Des données inédites, consultables via une application. D'avoir eu ce Grand Prix, ça nous a mis beaucoup en avant. Et ça nous a permis de capter l'attention de beaucoup d'observateurs dans le monde entier, parce qu'on a des observateurs dans l'océan Indien et jusqu'aux mers Rouges. Donc ce Grand Prix nous a bien mis en avant et ça a été très, très utile pour le projet. Cette année, l'édition des trophées a le parrainage de l'institution internationale sur l'initiative internationale sur les récifs coralliens, l'ICRI. Donc c'est une portée internationale qu'on donne à l'événement et donc un rayonnement encore plus important à l'événement. Organisée par l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens, les trophées Toa Reef 2025 disposent d'une enveloppe de 4,3 millions de francs pacifiques pour récompenser leurs lauréats. Alexandre Rochat, bonsoir. Yorana, tous les téléspectateurs de Polynésie la première. Vous êtes donc le haut-commissaire de la République en Polynésie. Vous venez de prendre vos fonctions, mais vous connaissez déjà le territoire puisque vous étiez secrétaire général du Haut-Commissariat entre 2010 et 2012. Est-ce que vous trouvez que la Polynésie a changé ? Oui, la Polynésie a changé. Elle a changé dans beaucoup d'aspects, dans les aspects économiques, dans les aspects politiques, puisque à l'époque, on avait une période d'instabilité. Aujourd'hui, on a une période de stabilité. Elle a changé aussi dans l'économie. Elle a changé aussi dans le social et dans les relations dans la société. En tout cas, de ce que je vois depuis une semaine, c'est-à-dire avec un œil presque neuf à nouveau. Et c'est pour ça que moi, je des changements plutôt positifs au niveau social. Il y a de tout, j'ai l'impression. Il y a des changements positifs, mais aussi des changements peut-être avec peut-être des inégalités sociales qui sont importantes, sur lesquelles il y a un travail nécessaire à faire. C'est en tout cas ce qu'on me dit quand j'arrive. Donc, voilà, Votre prédécesseur, effectivement, en a parlé à la première. C'est une adresse notamment au gouvernement local. Mais qu'est-ce que l'État peut faire justement contre ces inégalités sociales ? En fait, je crois que le constat qu'on fait, ce n'est pas une adresse au gouvernement local, c'est une adresse collective. C'est un travail collectif sur lequel on doit pouvoir agir. Le pays est compétent. Je le dis, quand je suis arrivé à l'aéroport, moi, je veux m'inscrire vraiment dans ces relations apaisées qui existent entre l'État et le pays aujourd'hui depuis quelques années. Il faut qu'on continue de cette façon-là. Le pays est compétent sur un certain nombre de compétences. L'État vient l'accompagner et en accompagnant, eh bien, on vient aider. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels je souhaite travailler avec le pays. Et donc comment l'État pourrait faire, par exemple, pour mieux répartir les richesses ? L'idée, c'est pas à l'État de le faire, c'est au pays de le faire, c'est la politique du pays de le faire. C'est à l'État d'accompagner le pays. Mais on vient accompagner financièrement sur un certain nombre de projets. Par exemple, sur la politique de la ville, on agit et on a un certain nombre de crédits de l'État qui viennent être donnés à des associations, à des projets dans les quartiers politiques de la ville. Voilà un exemple, mais il y en a plein d'autres. On parlera peut-être du sujet des addictions. C'est aussi un sujet, évidemment, qui est un sujet au cœur des actions que je vais conduire. Oui, bien sûr, on va y venir. Vous parliez de stabilité politique, donc c'est un gouvernement indépendantiste actuellement. Comment vous envisagez vos relations avec Moetai Brotherson et l'ensemble du gouvernement polynésien ? Les relations, elles sont celles que je trouve qu'en arrivant, donc elles sont bonnes. Ce sont des relations de travail, des échanges qui sont très importants et très réguliers, qui nous permettent d'avancer et d'accompagner les compétences du pays. Le pays a une majorité qui est issue des élections, et donc c'est important qu'on puisse accompagner le pays dans cette politique publique. Donc votre premier contact avec Moetai Brotherson lundi dernier, c'est bien passé ? Très bien passé. Juste pour l'anecdote, c'est lui-même qui m'a envoyé un SMS quand j'ai été nommé pour me féliciter. Donc vous voyez, les relations sont très bonnes. Au-delà du gouvernement, ce qu'attendent les indépendantistes depuis des années, c'est l'ouverture d'un dialogue de décolonisation avec l'État. Est-ce que vous êtes prêt à favoriser ce processus ? Je crois que cette décision ne m'appartient pas à moi. C'est une décision qui appartient au président de la République et au gouvernement à Paris. Et donc, il y a des échanges qui ont lieu, notamment dans le cadre de l'ONU, dans lequel il y a bientôt d'ailleurs une session qui va se mettre en place. Donc voilà, ce travail continue. Il y a des échanges qui sont importants, mais je ne crois pas qu'on parle de décolonisation. Voilà, il y a une inscription dans les compétences de la Polynésie telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors, vous parliez du trafic de stupéfiants. Ça fait partie des urgences que vous dites avoir identifiées avec les violences intrafamiliales et l'insécurité
sécurité routière. Vous confirmez une semaine plus tard que ce sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler en priorité? En matière de sécurité, oui, ils sont vraiment et dans l'ordre, donc la lutte contre les stupéfiants, les violences intrafamiliales et la sécurité routière. S'il faut donner un ordre, parce qu'en fait les trois sont évidemment des priorités importantes pour les services de l'État. Concernant la lutte contre le trafic d'ICE, on a vu cette mobilisation massive hier à Tahiti, mais aussi dans les îles. La Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre la toxicomanie et les drogues a été déçue de ne pas être reçue au sein du Haut-Commissariat. Elle a juste été reçue sur les marches. Pourquoi ne pas les avoir invités à l'intérieur? En fait, tout simplement parce qu'on a une réunion qui est prévue avec eux la semaine prochaine. Et donc, moi, je considère, et on les avait prévenus, et ils étaient d'accord d'ailleurs avec cette invitation. D'ailleurs, la présidente n'a pas dit le contraire samedi dernier. Donc, on va les recevoir et on va travailler avec eux. Parce que l'idée, c'est pas juste de recevoir leurs doléances, c'est de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de cette lutte contre les stupéfiants et pas seulement contre l'ICE. C'est un point qui me semble extrêmement important. On va lutter contre tous les stupéfiants et toutes les conduites addictives. Alors, il y a des attentes notamment en matière de sécurité, de renforcement de la protection aux frontières. Est-ce que des moyens supplémentaires pourraient être alloués pour protéger la Polynésie, pour éviter que la drogue ne rentre sur le territoire? Si vous regardez bien les prises et tout ce qui a été confisqué aux trafiquants depuis le début de l'année 2025, on est largement au-delà de ce qui avait été fait en 2024. On voit bien qu'il y a déjà une priorité qui a été donnée et qu'il y a un travail de coordination qui a été fait avec tous les moyens, mais un travail de coordination en interne des services de l'État, avec les autres services de sécurité. Je pense aux douanes par exemple, je pense aux forces armées, mais aussi avec nos voisins américains, australiens et néo-zélandais qui expliquent les prises, notamment celle des Marquises qui a eu lieu en juillet dernier. Mais quand les prises augmentent, ça peut vouloir dire que les services fonctionnent mieux, ou ça peut vouloir dire aussi qu'il y a plus de drogue qui rentre de manière générale sur le territoire? Je pense que ça veut dire que les services fonctionnent mieux et qu'on arrive mieux à les appréhender. On a un meilleur renseignement en amont qui nous permet de le prendre. Et juste un point qui est extrêmement important, les grosses prises qui ont été faites, notamment celle des Marquises, c'était pas de la drogue qui était à destination du territoire polynésien. Donc en fait, on a aussi un travail qui doit être fait sur 3 axes sur les stupéfiants. Le PACA, parce que ça reste une drogue et ça reste des conduites addictives. Et quand on commence avec le PACA, on ne sait pas si on va pas terminer sur des drogues qu'on appelle plus dures. Moi, j'aime pas cette façon de parler. Le PACA, c'est aussi ce qui permet d'avoir de l'argent et donc pour les trafiquants de pouvoir commencer à imaginer trafiquer plus et donc trafiquer de l'ice. Ensuite, il y a l'ice de consommation locale et puis il y a la cocaïne et l'ice qui ne font que transiter par la Polynésie, mais sur lesquels on doit aussi agir. Alors, dans l'ordre de vos priorités, on en vient aux violences intrafamiliales. Vous avez eu des premiers échanges sur ce sujet lundi, on imagine, avec Gwenola Jolikos, qui est la première présidente de la Cour d'appel. Comment est-ce que vous comptez orienter votre action ? En fait, c'est un travail qui est fait en priorité avec les magistrats, avec Madame la procureure et Madame la première présidente qui travaillent sur le sujet de façon globale. Et donc, les forces de sécurité, police et gendarmerie, vont s'articuler pour venir en appui de cette politique pénale qui est très importante et qui est très demandée par la population également. Et concernant la sécurité routière, est-ce que vous avez aussi déjà des idées en tête pour faire baisser le nombre de morts sur les routes, l'instauration de radars par exemple ? Vous savez, la sécurité routière, j'ai été assez longtemps en poste à Paris sur le sujet. Ça marche sur 2 jambes. Il y a une jambe de prévention, d'information, de sensibilisation et une jambe de contrôle et de sanctions. Il faut que les deux fonctionnent. D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait avec l'ensemble des parties prenantes avant que je n'arrive, avec un plan qui est en train d'être validé et qui va marcher sur ces 2 jambes. Sur la jambe contrôle, il y a tout un sujet qui va être mis en place effectivement sur les vitesses et les conduites addictives. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Il y a beaucoup de gens qui sont pris avec des stupéfiants au volant, qui expliquent d'ailleurs les accidents et les accidents graves qu'on voit ensuite. Vous êtes très attendu aussi sur la question du nucléaire. Les victimes ne cessent de réclamer de meilleures indemnisations. En fait, moi je m'inscris pleinement, et je l'ai dit quand je suis arrivé, dans les engagements du président de la République de 2021, avec un travail, et notamment pour les victimes, qui est celui de l'Aller Vert. Donc cette équipe qui a été mise en place pour 2 ans, qui a été prolongée encore 2 ans de plus, et qui a déjà visité 55 îles ou communes, et qui a aidé 2700 personnes à façonner un dossier, à travailler un dossier. Donc c'est vraiment ça notre principale priorité, c'est d'aider tous ceux qui sont victimes ou s'imaginent victimes de pouvoir avoir ces dossiers. Juste rapidement, la chute du gouvernement Bayrou pourrait avoir lieu demain. On entre donc dans une nouvelle période d'incertitude en France. Comment est-ce qu'on peut bâtir des relations de confiance entre le pays et l'État dans cette situation très fragile, très incertaine à Paris ? En fait, les institutions françaises prévoient qu'au-delà des gouvernements, il y a des services de l'État qui, eux, assurent la pérennité et assurent la continuité. Ben voilà, c'est avec moi qu'il va falloir travailler. Et puis ensuite, on travaillera ensuite avec le gouvernement qui sera soit le gouvernement de M. Bayrou, soit un autre gouvernement qui interviendra après.
Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire, d'être venu sur notre plateau ce soir. La chute annoncée du gouvernement Bayrou, le statut des communes, ce sont des sujets qui seront abordés demain matin. Le sénateur Teva Rohfritsch est l'invité café de la matinale radio. Rendez-vous dès 7h. Des kilomètres à vélo pour améliorer sa santé mentale. Chaque année, à l'occasion de la journée de la prévention du suicide, le 10 septembre, des courses cyclistes sont organisées dans le monde entier. Ici, en Polynésie, plus de 130 personnes ont pris part aujourd'hui à un tour de l'île. Jules Bourgat et Yva Ripé. Pour préserver sa santé mentale, pourquoi ne pas tenter un tour de l'île à vélo? Si l'idée peut paraître étrange pour les non-initiés, les cyclistes aguerris sont convaincus des bienfaits. Quand on déprime le vélo, je crois que c'est une bonne solution. Ça vide la tête pendant un certain temps et on a l'opportunité de rencontrer beaucoup de camarades. Même si à la maison on se dépense, c'est pas pareil. Là, on est au grand air, on respire. Sur la côte est, il faut monter le col du Tahara, traverser quelques belles rivières, puis arriver à Taravao pour une pause bien méritée. Pour moi, c'est la première fois, donc du coup, je ne savais pas que j'allais jusqu'ici. Donc le moment, j'étais le coup. La pause, oui, c'est agréable. Ça permet de voir des copains qu'on ne voit pas souvent. Parce que moi, je roule 3 fois par semaine, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, qui ont du mérite de venir, parce que certains, pour eux, c'est un gros challenge. Bon, nous, c'est le vélo. Ok les gars, c'est bon, on y va? La plupart des personnes concernées par les tentatives de suicide ont entre 15 et 29 ans. Mais les jeunes ne sont pas les seuls. La santé mentale, c'est l'affaire de tous. Ça fait du bien de voir autant de monde réuni aujourd'hui et ça fait un baume au cœur et un bien aussi pour l'association qui défend cette cause. Quel message du coup vous envoyez aujourd'hui, on va dire? On essaie d'envoyer un message positif et d'aider le maximum les personnes qui sont dans le besoin. C'est ouvert à tout le monde, à tout niveau. L'association SOS Suicide reçoit environ 1500 appels de détresse et traite plus de 300 tentatives chaque année. Le sport, outil de prévention. Charles Renvoyer, le vice-président de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, a été invité à participer à une traversée en pirogue avec quelques-uns des jeunes qui l'accompagnent. Traversée entre Tahiti et Bora Bora. Mais la houle était trop forte aujourd'hui. Les rameurs amateurs sont dû rentrer à Moorea. Et le sport, justement, c'est l'heure de Toaro Sport avec David Chang. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition de la rentrée. Hier, les meilleurs rameurs de la Tahoe VA se sont affrontés pour la Super Tahoe. En senior chez les hommes, c'est Yorama Teahu qui l'emporte devant Kyle Taraufau, vainqueur l'an dernier. Chez les femmes, Nateahi Sommer est première. Le reportage de Arihoe Tif Afana et Marcel Bono. Pas toujours facile pour une femme de se frayer un chemin dans une discipline majoritairement masculine. Chez les dames, Nateahi Sommer mène les débats dès le départ. Durant les 20 km entre Taoni et Mahina, ses seuls repères sont les vétérans et juniors hommes. Ça fait la différence quand on fait le départ avec les hommes. On a des repères et on n'est pas forcément toute seule devant. J'essaie de tenir quelques-uns, même s'ils me dépassaient, je tenais le prochain qui me dépasse pour éviter de justement lâcher. Au bout de 2 h et 8 minutes, la native des Raromatei est sacrée championne en junior et senior dames. Il y avait quand même du bon surf. Et au retour, il y avait du vent quand même. Du coup, j'essayais de tenir cette première place. Tout le trajet retour et la remontée, c'était pas aussi facile. Et à un moment donné, vers Motu-Martin, je commençais à sentir que j'étais fatiguée. Mais je me suis dit, je vais tenir jusqu'au bout. Elle devance ses aînés Vemiti Maoni et Marguerite Temayana. Je suis contente que Nateahi ait gagné aujourd'hui, mais après voilà, il faut qu'il y ait d'autres jeunes pas derrière. Nous on prend également de l'âge, là, dans 2 ans je passe master. On essaie de résister, mais non, il faut vraiment qu'il y ait la jeunesse. Même parcours, mais pas la même cadence. En vétéran, la bataille est rude entre Lono Teururei et Georges Kronstedt.
Le combat se termine par un sprint. Au final, Lono et Georges sont tous les deux désignés vainqueurs chez les vétérans 40 ans. Je savais que j'avais ce point fort et puis je ne voulais pas vite utiliser cette carte-là. Donc j'ai vraiment attendu le dernier moment, mais bon, ça a été dur quand même avec Lono qui ne lâchait pas aussi. Je retiens que plus les années passent, plus le poids de l'âge se fait sentir. Autre performance exceptionnelle, celle de Chance Tavita. À seulement 16 ans, il tient tête à ses aînés et se permet parfois de prendre les devants de la course. Il est sacré champion cadet et junior. Chance Tavita, c'est de bon augure pour le sport, pour le VA, tout ça. Donc voilà, il arrive à nous titiller tout ça. Ça a été dur de s'accrocher à lui aussi. Il a voulu prendre le devant de la course. Donc voilà, c'est de bon augure pour lui. On lui espère un bel avenir aussi, quoi. La relève est assurée. Nathalie Sommer et Chance Tavita ont de belles années devant eux. Et tout l'océan pour s'exprimer. Le padel gagne chaque semaine de nouveaux adeptes à Tahiti. Ce week-end, l'AS Phoenix a organisé la première édition de l'Investin Pacific Cup. Plus de 300 participants, un format accessible à tous et la présence de pointures venues de l'étranger. Reportage Raïhe Nadjarian et Sandroli. Les derniers tours de poule s'enchaînent sur les cours de l'AS Phoenix. Des matchs intenses dans une ambiance conviviale qui ont permis à des passionnés de franchir un nouveau cap. C'est le cas de Mareva Touira et sa partenaire. Après avoir découvert le padel en début d'année, elles se lancent déjà dans leur première compétition. Bon, là, on a perdu 8-2. C'est pas grave, c'est une première pour nous. Notre objectif primaire, c'était de gagner le premier match. Là, on est venu en deuxième vague. Bon, c'est comme ça la vie, hein. L'acceptation, c'est quelque chose qu'il faut acquérir le plus vite. D'autres sont déjà à l'étape supérieure. C'est le cas d'Angelo Yersin et Laurent Ferrucci. Pour eux, la clé du succès réside dans le choix d'un bon partenaire. Habitués à jouer ensemble à l'AS Dragon, ils testent leur duo au niveau P100. Il faut s'entraîner. Au départ, on s'entraînait avec des joueurs de son niveau. Et puis quand on arrive à bien jouer, on joue contre des joueurs qui jouent un peu mieux, etc. jusqu'à atteindre, on va dire, son plafond de verre, en tout cas pour ce qui me concerne. Angelo est encore jeune. Et donc à un moment donné, voilà, c'est en s'entraînant qu'on progresse, il n'y a pas de secret. L'Investin Pacific Paddle Cup n'est pas réservé qu'aux amateurs. Certaines catégories affichent un niveau relevé. En P250, Laurent et Mateja, membres du top 20 local, ont croisé la route de Rocafort Rafa et Saul Rubio, deux anciens champions espagnols. Une opposition difficile, mais riche d'enseignements. Super intéressant, hein. On a appris à jouer le padel, le vrai padel, parce que ça joue comme ça, hein, en Espagne. Donc pas de faute, attaquer quand il faut, et voilà, c'est efficace. Okay, pas toujours impressionnant, mais efficace. Des débutants motivés, des passionnés qui montent en puissance et des internationaux venus partager leur expérience. Cette nouvelle compétition a montré que le paddle à Tahiti n'est pas qu'un phénomène de mode, mais un sport qui pousse de plus en plus de personnes à goûter à la compétition. Et cette semaine, il y a eu aussi du surf, de la boxe et du rugby. Le résumé avec Ariho et Tif Afana. Les jeunes de moins de 18 ans avaient rendez-vous ce week-end pour la 3e étape du championnat de Polynésie juvénile à Taharu. On retiendra le doublé de Miliani Simon qui remporte chez les cadettes et les juniors. Du côté des garçons, Terevanui Torton gagne en cadet et Peyo Chabrio en junior. Les conditions sont un peu compliquées. On avait hésité à annuler parce que la météo prévoyait plus gros. Et en fait, aujourd'hui, on a lancé le championnat. Ça va servir de sélection pour aller au championnat du monde en décembre. Hier se déroulait la première journée du championnat de Polynésie de Tahiti de rugby à 7, organisé par la Fédération polynésienne de rugby au stade de la Punaru. 4 équipes étaient engagées. Au final, c'est FAA Rugby qui termine premier. Cette rencontre était l'occasion de se préparer en vue des prochains Jeux du Pacifique qui se dérouleront en Fénois en 2027. La Fédération de boxe de Polynésie française organisait par le biais de l'association Tiatoa Boxe de Papeete une soirée pugilistique. Une quinzaine de clubs du Fénois ont répondu présents. La FBPF prépare sa sélection hommes et femmes pour les compétitions à l'international organisées par la World Boxing d'ici la fin de l'année, mais pas seulement. Ce soir, nous avons en gros une soixantaine de combats. En objectif, les présélections pour les Jeux du Pacifique. Les choix sont très larges. Du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de faire plein de soirées
pour déterminer à peu près qui seront sélectionnés. Et pour terminer, le Tahiti Physique Show, compétition de culturisme, a eu lieu hier soir. Le moment pour les compétiteurs et compétitrices est de montrer le résultat de plusieurs mois de sèche. Liliane Graff est vainqueur en bikini fitness toute catégorie. Torea Heck l'emporte en men's physique et Stéphane Opou en classique physique. Et enfin, Stéphane Matke en body building. Voilà pour l'information sportive de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Soir au sport et à la semaine prochaine. Donc un autre rendez-vous à noter maintenant, c'est un nouveau jeu qui arrive sur la première dès demain. Feti Family, unis pour gagner. Des familles vont relever tout un tas de défis proposés par notre animateur Mike Spitz. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que on a des familles déjà qui viennent de toutes les communes. Hein. On a les Mataina, on a même qui sont venus de Moorea. Et on a 3 générations parfois. Des fois, on a vu des familles avec le grand-père, la fille et le motua, hein, c'est-à-dire le papa, la fille et le motua. Et donc, l'idée dans cette épreuve, dans ce jeu, c'est vraiment d'unir les 3 cerveaux, unir tous les neurones de la famille pour tenter de répondre aux questions de culture générale polynésienne et pouvoir franchir chaque étape et se rapprocher de la grande finale de Feti Family. Et Feti Family, c'est du lundi au vendredi à 17h55 sur Polynésie, la première. Place à notre reportage Fénois d'avant qui nous emmène dans les années 70. Et si beaucoup de choses ont changé depuis, il y a des constantes. Les embouteillages sont un problème de longue date. Regardez. La route des collines, eh bien disons tout simplement qu'elle avance, le revêtement est en cours et le chantier en pleine activité. Commencé en septembre 1973, cet ouvrage important, presque un tronçon de traversière, a demandé, vous le savez, de nombreuses études et s'achemine maintenant, après un certain nombre d'avatars et d'aléas, vers une conclusion satisfaisante. Dominant l'entrée ouest de la ville de Papeete, la route des collines, comme son nom l'indique, offre un point de vue imprenable avec une double qualité, celle d'une voie à grande circulation qui contribuera à décongestionner l'agglomération et celle d'une route quasi touristique en raison du paysage que l'on peut découvrir quand on y roule. Pour le bitumage qui est actuellement l'opération importante, environ 25 ouvriers permanents y travaillent et il semble que le revêtement du tronçon allant à Pamatai sera terminé dans 3 mois environ. Ensuite, interviendront les ouvrages de fondement de la route de ceinture, de la route de prison et plus loin. Tout cela devrait se terminer à la bretelle de phare et après, ce sera une autre histoire comme dirait Kipling. Et c'est la fin de ce journal dans lequel on a fait le bilan du Salon du tourisme. Moins de visiteurs, mais bilan globalement positif. Pour les îles éloignées, comme certains atolls des Tuamotu, il reste difficile d'attirer les touristes, on l'a vu. Sur notre site internet, cet accident ce matin à Papeete, vous reconnaissez peut-être les lieux. Un jeune homme de 20 ans a violemment percuté le mur d'enceinte de la gendarmerie de Sainte-Amélie. Le conducteur aurait consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Malgré le choc, il n'a pas été blessé. À suivre sur la première télé, le film Les Grands Esprits sur un prof parisien qui est envoyé en banlieue. Puis le documentaire Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. Retour de l'information dès 6h demain en radio avec Corinne Tehitia et Abinera Tematahotoa. Et pour le JT, vous aurez le plaisir de retrouver Marouki Duri demain soir. On se quitte sur les plus belles images de sport de ce week-end. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.